Alors bonjour, cette présentation sera uniquement en français, à moins qu'on me demande peut-être de faire des petits bouts en anglais. On verra à mesure qu'on avance. Donc, comme Joseph a mentionné en début de journée, effectivement, l'équipe SVR a réalisé au cours des 5 dernières années 2 recherches. La première est une recherche qui porte en fait sur l'offre des contenus santé destinés aux LGBT en ligne. Et la deuxième recherche portait en fait sur la demande. Donc, quand les LGBT vont en ligne à la recherche d'informations sur la santé, quels sont les thèmes de santé qu'ils recherchent? Ça, on va pouvoir parler de tout ça dans la prochaine présentation de demain. Mais aujourd'hui, on va regarder ensemble cette recension des sites que nous avons fait, également les réponses à un questionnaire en ligne qui était destiné à 241 organismes à travers le Canada. Donc, on va commencer d'abord avec quelques notions de base fondamentales sur Internet. Donc, révolution Internet, parmi les technologies d'information et de communication, c'est sans doute la plus grande innovation. Un réseau de plus en plus planétaire malgré la fracture numérique qui subsiste. On parle vraiment de modifications majeures dans nos façons de travailler, dans nos façons de penser, les processus de la communication, l'établissement des relations sociales. Il y a quelques auteurs là, qui se sont penchés dès le milieu des années 90, en fait, et même avant, sur des grands constats qu'on peut tirer d'Internet. Donc, on parle de l'interactivité, l'hypertextualité, la connectivité, bien sûr, mais également les 3 A, l'accessibilité, le prix abordable et l'anonymat, et la diversité des outils disponibles en ligne. Donc, ça entraîne une multiplication des sources d'information, création de nouvelles relations, tant en ligne que hors ligne. On y trouve des objectifs variés qui peuvent aller des échanges informels entre les personnes, des consultations, la création de communautés virtuelles, évidemment, et des réseaux de plus en plus spécialisés. On en a eu la preuve ce matin avec la présentation d'Anna. Alors, il y a un petit titre en anglais ici, tiens, des petits bugs de traduction. On parle, il y a 2 points d'interrogation, je m'excuse, une petite coquille. Donc, une source importante d'informations sur la santé est... En 2008, c'était 58 de la population adulte qui visite annuellement des sites offrant de l'information relative à la santé, 41 de tous les mois et 16 toutes les semaines. Et je n'ai pas des données plus récentes, mais la tendance, ça continue de croître. Les informations les plus recherchées, selon Statistique Canada, ce sont les styles de vie sains, les pathologies précises, des médicaments ou des symptômes spécifiques. Évidemment, ce n'est pas nouveau, on l'avait vu dans d'autres domaines, parce que les femmes sont souvent celles qui sont en charge des questions de santé à la maison. Elles sont donc plus nombreuses à chercher des informations sur la santé, de même que les jeunes générations qui sont plus branchées. On observe aussi dans la littérature des recherches qui nous prouvent que les individus ont tendance à vouloir jouer un rôle plus actif dans la prise en charge de leur santé aujourd'hui qu'autrefois. L'utilisation d'Internet modifie également la façon de gérer sa santé, selon des enquêtes qui ont été faites aux États-Unis notamment, mais ici aussi au Québec et au Canada. Donc, ça peut changer sa façon de gérer sa santé, oui, et engager des décisions de consulter dans des pratiques de prévention. On accède donc à un accès rapide à une pluralité de points de vue, c'est sûr. Les patients peuvent même, eux, devenir des producteurs d'informations et d'opinions sur la santé. Pensons aux blogs, pensons aux forums de discussion où il y a de la mise des nouvelles pratiques, finalement, en matière de santé. Et, en fin de compte, on voit aussi des modifications dans les relations entre les patients et les professionnels de la santé. Il y a aussi mise en commun des expériences individuelles, une constitution, finalement, d'une expertise collective qui est différente de celle des cliniciens, ou une sorte de réappropriation, les reskilling en anglais. On peut utiliser Internet pour obtenir du soutien. Ça peut favoriser le dialogue avec des pairs, faciliter l'échange sous le couvert de l'anonymat, qui, on va le voir dans les présentations, celle-ci, mais aussi particulièrement celle de demain, que anonymat et santé peuvent être un facteur très important au niveau de l'usage d'Internet pour la santé parmi les LGBT. Bon, évidemment, Internet, c'est bien beau, mais il y a également des limites. Juste à trier la masse d'informations récoltées, à identifier les sources des sites. Est-ce que ce sont des contenus informatifs ou des contenus marketing? Évaluer la qualité des informations proposées. On trouve de toutes sortes de qualités, allant de la pire à celles qui sont reconnues par des autorités externes, par exemple sur les sites, comme a mentionné Anna, le Health on the Net Foundation.
c'est ça, Antoinette Code, on code. Alors, évidemment, il y a le risque de désinformation, d'autodiagnostic et d'automédication. Également, on assiste à de la réduction des possibilités de réglementation des produits et des services de santé. Avant même de partir avec la recherche qu'on a faite de 2008 à 2009, on a eu une rencontre en 2007, ici à Montréal. Et c'était, la réunion portait sur des organismes communautaires engagés en prévention du VIH-Sida, on a profité de leur occasion de leur visite à Montréal pour leur demander si ce serait pertinent de faire une recherche pour mieux comprendre, comme disait Joseph ce matin, comment est structuré le cyberespace canadien santé pour les LGBT. Donc, on a décidé, quand on s'est fait dire, oui, ça serait intéressant, on n'a pas vraiment d'idée, on a une image assez floue de ce qu'il y a en ligne au Canada, et puis ça serait, je pense, très pertinent, selon les organismes qu'on a rencontrés, de faire cette recherche-là, cette première recherche-là. Mais avant même de commencer, on a essayé d'aller voir dans les moteurs de recherche, les répertoires, pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait y trouver. Donc, on a vu, on en a dressé une typologie, si vous voulez. Donc, il y avait au moins plusieurs catégories d'organismes. Donc, ceux qui offrent des informations variées sur la santé pour les personnes LGBT, et plus spécifiquement, des organismes SIDA au nombre de 125, là, nous, ici, on en a 120, qui sont tous membres de Canadian Society, la Société canadienne du sida. Alors, vous voyez très bien que ce sont les organismes communautaires qui, en grande majorité, gèrent les sites, surtout par rapport aux organismes VIH-Sida. Donc, il y a différentes populations ciblées. Hein. On a des sites qui sont destinés à la population générale, mais qui offrent certaines informations sur la santé LGBT. Il y a des sites qui sont précisément destinés à l'ensemble ou à plusieurs populations spécifiques parmi les LGBT. Et il y a les sites VIH-Sida qui ciblent quelques-uns d'entre eux, les ARSA seulement, mais aussi d'autres populations, comme les jeunes, les adultes, les communautés culturelles autochtones, etc. Ensuite, on a ce qu'il y a les contenus. Donc, on a identifié évidemment que sur chacun des sites, tous les organismes présentent leur mission et objectifs, leurs services à faire. Ils présentent des contenus qui ne sont pas nécessairement reliés à la santé. Et quand on parle de contenu relié à la santé, on a relevé 3 grands domaines, si vous voulez. Donc, la santé physique, mentale et sexuelle, les habitudes de vie, mais bien sûr, les relations interpersonnelles et sociales. À partir du moment où on a fait cette recension-là, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a recensé ces sites-là, on va essayer de comprendre un peu mieux comment ils sont structurés. On parle pas seulement de sites, mais aussi d'activités en ligne. Donc, on a accepté une recherche par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada avec des objectifs d'identifier les différentes composantes des programmes d'intervention en ligne, les populations visées, les thèmes de santé et les objectifs poursuivis. On voulait aussi analyser le processus de développement de certains de ces programmes-là, de manière à identifier, évidemment, des facteurs de succès, mais aussi les obstacles reliés au maintien et au développement de ces initiatives-là. Et on voulait en profiter aussi pour s'interroger sur la possibilité des recherches évaluatives dans le cadre de ces genres de programmes-là. Alors, on avait un questionnaire en ligne. On a développé une plateforme informatique qui nous permet de vraiment créer ce dont on a besoin. On n'est pas limité. On a vraiment la Cadillac, si vous voulez, du système. On n'est pas limité par les aspects visuels ou techniques autant que si on faisait appel à un logiciel vendu ou disponible en ligne gratuitement. Donc, on a fait ça entre novembre 2008 et juin 2009. On a envoyé la demande de participation, comme je disais, à 240 sites au Canada et on a reçu un taux de réponse d'environ 30 %. On a également fait 12 entrevues semi-dirigées auprès des gestionnaires des programmes à partir de septembre 2009, justement pour mieux comprendre que le questionnaire en ligne ne peut pas apporter autant d'informations, évidemment, que des entrevues qui, dans ce cas-ci, se faisaient au téléphone. Alors, dans les 80 organismes qui nous ont accepté de nous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne, alors, ils nous ont indiqué quel genre de contenu qui était proposé sur leur site actuellement. Et on voit très bien que tout ce qui est santé sexuelle arrive dans les thèmes les plus souvent abordés. On a également des thèmes sur la santé mentale, les habitudes de vie, des problématiques qui sont reliées aux dépendances. Mais on voit très bien qu'il y a des différences significatives entre les organismes LGBT et SIDA
Ce n'est pas surprenant, c'est en fonction de leur mission première. Alors, ce n'est pas étonnant que parmi les sites SIDA, on retrouve plus de contenu sur la santé sexuelle que parmi les sites LGBT. À l'opposé, les sites LGBT abordent davantage des problématiques de santé mentale, comme ici on peut voir pour ce qui est le cas pour le suicide. Dans le cadre la thématique, la dimension des relations interpersonnelles et sociales, on retrouve un peu le même phénomène de différence entre les deux sous-groupes de sites. Les sites LGBT abordant plus souvent la problématique du coming out, par exemple, ou celle de la discrimination, et également la thématique de la violence. On a également demandé aux gestionnaires de sites de nous indiquer les outils interactifs qui sont disponibles, qui sont proposés aux usagers pour entrer en communication avec eux. Alors évidemment, l'adresse de courriel ne pose pas de problème pour l'ensemble des sites qu'on a répertoriés. Et là, ça date déjà de 2008, donc c'est des données qui datent un peu. Alors, mais déjà, vous voyez une nette tendance pour les pages Facebook qui commençaient à se dessiner dans d'autres espaces de socialisation, les réseaux sociaux. Les babillons intégrés au site, il y en avait quand même un bon nombre. Les forums de discussion aussi, malgré qu'on a constaté depuis ce temps-là que les forums de discussion ont tendance un peu à être remplacés par autre chose. On a plus de misère aujourd'hui à avoir une fréquentation intéressante sur les forums de discussion. On a également, ça c'est un phénomène aussi qui était assez nouveau en 2008, les adresses de messagerie instantanée. Alors, je pense à Réseau, par exemple, qui assure une présence, qui assure des échanges possibles avec les intervenants via une adresse Live Messenger. Et ce qui est beaucoup moins présent, ce sont les salons de clavardage intégrés au site, en raison, évidemment, du temps et des ressources que ça demande. Dans les avantages et les contenus en ligne pour les usagers, on parle bien sûr d'accès à de l'information, quand ça convient à la personne, autant que possible validé, autant que possible à jour. Ce n'est pas toujours facile, on le sait très bien. Donc, peu importe son lieu de résidence, des renseignements sur les programmes de services offerts, les ressources, les événements des organismes, l'anonymat qui permet à certaines personnes de se renseigner sans être confrontées à des malaises. Et on verra dans la présentation de demain que ça peut varier selon les sous-groupes parmi les LGBT. Les possibilités d'interagir dans un environnement plus sûr également, pour ceux, par exemple, qui sont en questionnement ou en processus de sortie à un plus jeune âge. La possibilité d'établir un premier contact avec un intervenant, mais aussi de le maintenir dans le temps. Il y a plusieurs organismes qui nous ont indiqué que non seulement le premier contact est établi en ligne, mais c'est devenu presque périodique, les contacts avec certains usagers. Ça donne la possibilité aussi d'être plus honnête par rapport à sa situation, car il n'y a pas d'image à maintenir. On peut avoir peur d'être jugé, par exemple, pour des comportements sexuels ou autres, et l'anonymat que Internet peut procurer, ça peut permettre de faciliter ce genre de conversation. Ça peut permettre de briser l'isolement et d'en apprendre sur sa situation. Ça permet aux gens de rester connectés à leur réseau. On le voit très bien avec Facebook surtout. Les avantages que les organismes voient maintenant. Évidemment, il y a toute la question de la visibilité des organismes, de leurs objectifs d'éducation et de sensibilisation. Leur objectif est aussi de référer à des ressources adaptées aux besoins, de rejoindre un plus grand nombre de gens qu'on ne rejoint pas autrement. Les gens, par exemple, en milieu rural, les personnes en questionnement, comme je disais tout à l'heure. On peut recruter ainsi des membres, des bénévoles. On peut favoriser une plus grande flexibilité au niveau de l'implication des bénévoles qui, dans certains cas, peuvent travailler de la maison. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. C'est de l'information pour les professionnels, l'échange avec les professionnels, on l'a vu avec Rainbow Health Ontario. C'est des économies aussi pour la diffusion des informations. Permet d'être plus en phase avec les milieux. On verra très bien que la présentation de Health Initiative from M, comment on peut rester en phase avec certains milieux. Possibilité aussi de sonder, on pense aux questionnaires en ligne évidemment, que les sites eux-mêmes peuvent mettre en place pour sonder les opinions de leurs usagers, leurs besoins, et aussi la satisfaction. Les sondages de satisfaction peuvent se faire via les sites des organismes. Évidemment, on va en parler beaucoup, on en a déjà parlé, mais il y a de nombreuses difficultés, de nombreux défis dans le développement et la gestion des contenus, le temps, le financement, l'intervention en ligne aussi qui peut nuire au financement et certains barrières de fonds qui sont lents, franchement, à reconnaître l'importance de ce type d'intervention, malgré qu'on peut penser que ça commence à changer. Hein? Ça commence à changer un petit peu.
Le manque de personnel, les difficultés reliées à la mise à jour constante, la croissance des contenus qui peut être phénoménale, les compétences techniques qu'il faut, la recherche de contenu et les adaptations, la traduction, c'est pas simple, la vulgarisation non plus. Le manque d'intérêt dans l'organisation pour les interventions en ligne. On m'a dit en entrevue qu'il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur qui est une espèce de champion, si vous voulez, de les interventions en ligne pour amener même des gens à l'intérieur de l'organisme qui ne sont pas encore tout à fait convaincus de l'importance et de la pertinence de travailler ici. Le développement par des ressources externes, on en a parlé tantôt, ça peut amener beaucoup de problèmes au niveau du développement. Et décider des plans de développement, hein, décider des directions à prendre dans le développement, que ça peut s'avérer difficile. Alors, je parle maintenant de la deuxième recherche qu'on a menée. Comme je disais tantôt, dans un premier temps, on a examiné l'offre. Maintenant, on examine la demande. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils cherchent de l'information sur Internet? Donc, dresser un portrait des usages, mais en fonction des variations de profil. Et formuler des recommandations pour l'amélioration des contenus, des activités, qui est un des grands objectifs de cette rencontre de 2 jours qu'on a ensemble. Encore une fois, on a utilisé la méthode par questionnaire en ligne entre juillet et décembre 2010, en français et en anglais. Dans le questionnaire, on demandait aux gens de nous donner leur état de santé auto-évalué, de nous parler de leurs préoccupations au cours des 12 derniers mois, de la fréquence de recherche d'informations en ligne reliées à la santé, les outils qu'ils ont utilisés, les modes d'appropriation. Je ne sais pas pourquoi c'est en italique ici, mais on leur demandait également de donner de leur niveau de satisfaction par rapport aux informations offertes et aux activités interactives. Et finalement, important, on le verra très bien demain, l'impact perçu de l'information trouvée sur la santé. Dans les stratégies de recrutement, maintenant, on a travaillé très fort pendant de nombreux mois avec l'aide de nombreux partenaires à travers le pays. Je pense à Réseau, je pense à Health Initiative for Men, entre autres, le Centre de solidarité lesbienne, je crois, il me semble, à l'époque. Oui, vous avez aidé aussi. Il y a plusieurs gens ici dans la salle qui nous ont accepté gentiment de faire la promotion de l'étude auprès de leurs membres. On a fait de la publicité sur le site de Extra. Tout le monde connaît Extra ici, .ca, une espèce de magazine LGBT en ligne, et le bulletin de liaison de ses membres. On a envoyé une somme assez considérable de courriels dans les sites de rencontres pour hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, gays ou bisexuels ou autres. On a envoyé des messages de promotion dans plusieurs groupes Facebook et Yahoo, entre autres. Donc, pour un total recruté de 2187 personnes LGBT, ce qui était quand même assez intéressant comme nombre de personnes recrutées, ce qui permet de faire des analyses par sous-groupe. On avait une moyenne d'âge autour de 43 ans. Parmi les 30 ans et moins, on a quand même un échantillon ces gens-là représentent à peu près le quart de l'échantillon. Évidemment, on a eu plus de difficultés à recruter des femmes. Je pense qu'il n'y a pas encore autant cette culture de participation des questionnaires en ligne parmi les femmes LGBT. On espère que ça va s'améliorer les prochaines fois. Et un faible nombre quand même de personnes transgenres, encore une fois, à cause des difficultés de recrutement en travaillant avec les quelques organismes qui ont pu nous aider. Dans les régions du Canada, le centre est surreprésenté comparativement aux autres régions. Mais quand même, on est allé chercher des gens des prairies et du Nord. Plus difficile dans les régions de l'Atlantique et la côte ouest. Orientation sexuelle, donc majorité hommes gays et homosexuels. Personnes bisexuelles, on était assez contents d'avoir recruté 22 % de personnes bisexuelles. Dans les échelles de revenus, assez bien distribuées aussi. Alors, ça peut vous faire comprendre un petit peu la logique processuelle qu'on avait quand on posait des questions aux gens. C'est-à-dire qu'on leur demandait d'identifier, au cours de la dernière année, leurs préoccupations, mais aussi pour eux-mêmes, distinguer pour eux-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. On sait que les gens peuvent être préoccupés par la santé des personnes proches d'elles, et on trouvait que c'était important d'essayer de différencier ces aspects-là. Mais aussi le niveau d'intensité des préoccupations. On peut être très préoccupé, par exemple, par les idées ou les tentatives suicidaires. On peut être beaucoup moins préoccupé par la dépendance Internet. Alors, si on regarde les chiffres en rouge, ce sont toujours les 3 premiers chiffres les plus importants. On voit très bien que la première préoccupation, c'est l'image corporelle. Et ça,
C'est assez intéressant parce que dans d'autres recherches qui ont été faites par des collègues qui travaillent dans l'équipe SVR, ça revient souvent, l'image corporelle comme étant une des premières préoccupations, suivie de l'anxiété et de la dépression. On a également ici un petit aperçu de la force des différences dans les différents sous-groupes d'âge parmi les jeunes de moins de 30 ans. On voit très bien qu'entre 18 et 21 ans, l'acceptation de l'orientation sexuelle et coming out est une préoccupation très importante qui va décroître à mesure qu'on avance en âge, toujours significatif avec le P, le Pearson. Maintenant, quand on va essayer de parler ensemble maintenant de l'adéquation des contenus, c'est le titre de la présentation. Et on sait d'avance qu'il faut faire attention quand on dit, alors il y a les gens qui sont préoccupés par ci, par ça, une prévalence, une proportion importante. Est-ce que les contenus qu'on retrouve sur les sites sont adéquats ou pas? Bon, alors évidemment, il y a plusieurs facteurs dans l'adéquation. Internet n'étant pas la seule source d'information, évidemment, de n'importe qui. Par exemple, on a des données qu'on pourra vous montrer. Je ne sais pas si on va avoir le temps de les montrer, ceux-là, mais pour une des préoccupations, on leur demandait quelle était la première source d'information de la personne. Par exemple, on pense au tabagisme. Est-ce que c'était Internet? Est-ce que c'était un professionnel de la santé du secteur public? Est-ce que c'était un intervenant communautaire? Est-ce que c'était les radios, les journaux, les magazines, tout ça? Donc, il y a des différences, encore une fois, mais je pense qu'on a ici des données qui peuvent nous aider à réfléchir sur les contenus qui pourraient peut-être représenter une lacune. Alors, si on regarde au niveau de la santé sexuelle, on a évidemment beaucoup de contenu en ligne là-dessus. Et ce sont quand même des préoccupations, comme vous pouvez voir, qui représentent un bon nombre de personnes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tantôt en discutant, en revenir sur les diapos. Au niveau de l'orientation sexuelle et de la santé mentale, on a dit tantôt, l'image corporelle, l'anxiété et la dépression sont des préoccupations importantes. Et on retrouve quand même dans les sites recensés, là, je parle surtout des sites recensés, on a un petit peu moins de contenu à ce niveau-là. On peut voir très bien qu'au niveau des dépendances, il n'y a pas grand-chose en ligne qu'on a pu trouver à cette époque-là, alors que c'est quand même des proportions importantes de gens qui ont déclaré de telles préoccupations. Dans les relations interpersonnelles et sociales, on a vu tantôt que dans les sites, le thème de l'homophobie, de la discrimination, du coming out sont abordés souvent. Et ici, dans les proportions des gens qui sont... On peut réfléchir à savoir est-ce qu'il y a moyen d'améliorer, encore une fois, les contenus. Alors, évidemment, comme je mentionnais, il faut aborder la question de l'adéquation avec prudence parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne quand on parle d'adéquation des contenus versus les besoins des individus. J'ai donné l'exemple de l'image corporelle. Alors, il y a certains organismes qui ont déjà réagi à l'heure où on se parle, depuis un certain temps déjà, à ces données-là. Par exemple, je pense à Réseau qui a fait un sondage sur l'image corporelle. Il y a un programme d'association du tabagisme. Il y a IM pour répondre probablement aux questions d'anxiété qui propose des ateliers de yoga. Alors, en conclusion, on voit que cette recherche-là permet de dresser un portrait qui est quand même détaillé, malgré que la recherche a eu lieu en 2008 pour des programmes destinés aux minorités sexuelles au Canada. On a essayé de proposer une typologie des organismes qui sont à l'origine de ces programmes-là. Ce sont principalement des organismes communautaires qui en assurent la gestion et le développement. Les objectifs des contenus, leur variété, les avantages perçus de ceux-ci, ça peut contribuer à l'amélioration de la santé des minorités sexuelles. On verra plus en détail demain d'ailleurs comment l'impact perçu des informations sur la santé peut varier selon les sous-groupes. Alors, comme on vient d'en discuter, il y a certains contenus qui pourraient être améliorés, il y a certaines lacunes qui pourraient être améliorées à ce niveau, au niveau des contenus. Et on l'a vu, on va faire encore, gérer et développer des contenus en ligne, ça comporte des défis importants en termes notamment de ressources humaines et financières. Merci.